Ravi de vous savoir nombreux à l'écoute de cette session d'actualité sur Chadi Lapanou, mais d'abord les titres. La province du Kasaï central a vibré jeudi au rythme de la célébration de la Journée internationale de l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit. FMMDI, Krong et les Caritas ont organisé plusieurs activités. Et puis la République démocratique du Congo et le Rwanda paraphent enfin un accord de paix visant à mettre fin aux tensions persistantes à l'est du pays. Les détails dans ce journal. Tout pour les titres, les détails sous P. Le 19 juin de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit. Au Kasaï central, l'ONG Femmes Main dans la main pour le développement intégral, en collaboration avec les Krong, ont organisé un forum régional au Kasaï central sur les ressources naturelles. Ceci en faveur d'une cinquantaine de structures de lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur les genres. L'activité d'un jour a eu lieu au barreau du Kasaï central. Pierre-Lob Mukendi, reportage. Placé sous le thème « Unis pour l'égalité du genre dans l'exploitation des ressources naturelles pour les générations actuelles et à venir », ce forum régional du Kasaï central est organisé en vue de réfléchir ensemble sur les causes profondes à la base des aspirations de violence. Albert Kyungu du Conseil régional des ONG démontre les résultats des diagnostics posés. Les diagnostics que nous avons posés ont démontré que plusieurs conflits subsistent dans la province et constituent des occasions de violence sexuelle. De l'autre côté, on a compris que la gestion désordonnée et incontrôlée de nos ressources naturelles, de nos terres, de nos forêts, de nos eaux, de nos mines, toutes ces ressources mal gérées entraînent encore des violences et des violences sexuelles. Au terme des exposés et échanges avec toutes les structures invitées, Nathalie Kambala-Loussé, directrice générale de FMDI, n'a pas manqué à saluer l'engagement de chaque participant. Nous disons merci à toutes les structures qui ont participé activement aux échanges et apporté des contributions par rapport à la question. Je voulais rendre hommage aux femmes victimes de violences sexuelles en temps de Kamona Sabou qui sont avec nous dans la salle. Je pense qu'on a déjà fait beaucoup d'actions, mais aujourd'hui, lier les normes socioculturelles aux ressources naturelles, à notre environnement, ça veut dire qu'il y a une symbiose qui commence à se créer encore sur les différentes questions que nous aurons à discuter les jours prochains. Même sentiment partagé par Marie Bampende, ministre provinciale du genre, qui a présidé la dite activité. Je vous demande de capitaliser toutes les acquis de ces forums afin de mutualiser les énergies pour mieux vivre dans la cohésion tout en évitant les conflits et toute violence qu'ils génèrent. C'est la salle des conférences du barreau de Kananga qui a servi de cadre à la tenue de ces forums qui s'est tenu à l'occasion de la Journée internationale de l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit. Journée internationale de l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit, on en parle toujours. La Caritas Développement célèbre aussi cette journée. L'activité qui a eu lieu à la mission catholique Tambwe-Saint-Bernard a été présidée par la ministre provinciale de la Santé, Rose Kamweka. À cette occasion, l'INFPA a remis un espace de jeunes pour la communication et l'information, réhabilité ainsi que les kits informatiques. Solène Toumbamoufika, reportage. La mission catholique Tambwe-Saint-Bernard a vibré jeudi 19 juin 2025 au rythme d'une double cérémonie, à savoir la célébration de la Journée internationale de l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit, ainsi que la remise des kits informatiques au ministère du Genre et de la Santé, ainsi que les locaux réhabilités pour l'espace d'information et de communication des jeunes de Tambwe-Saint-Bernard. Avec l'appui technique et financier de l'UNFPA, la Caritas Kananga motive les choix portés à Tambwe-Saint-Bernard. On est tombé sur Tambwe-Saint-Bernard parce que nous avons trouvé que la prévalence des mariages précoces, c'est en Tambwe-Saint-Bernard. L'indicateur, c'est à partir des accouchements. On a trouvé qu'il y a un taux d'accouchement des adolescents élevé en Tambwe-Saint-Bernard. C'est ça qui a motivé les choix de ces milliers pour pouvoir accompagner et sensibiliser les jeunes afin d'éviter les mariages précoces et s'adonner aux études
avant d'aborder l'aspect du mariage. L'UNFPA qui a officiellement remis les outils de bureau, kits informatiques et locaux réhabilités en a profité pour inviter le bénéficiaire à une gestion rationnelle. Et le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, bien sûr avec l'appui d'autres partenaires aussi, nous avons appuyé la réhabilitation des locaux de l'espace de jeunes. Il y a 2 locaux qui ont été réhabilités et nous avons intégré là-dedans un centre informatique. Le centre sera équipé avec des ordinateurs. C'est pour nous l'opportunité, donner l'opportunité aux jeunes de Ntambwe d'aller dans ce centre informatique pour apprendre à manipuler l'ordinateur. Rose Kamweka, ministre provinciale en charge de la santé, qui a co-présidé cette activité avec son collègue du genre, indique ici l'importance de cette activité avant de saluer l'engagement des partenaires. Ce projet témoigne de l'engagement des partenaires techniques et financiers, notamment l'UNFPA, les PMNS à travers l'ASF, à améliorer les espaces d'information et de communication pour les jeunes et à offrir des conditions de travail optimales. Au cours de cette même activité qui a tenu toutes ses promesses dans la lutte contre le mariage précoce, l'ONG Femmes main dans la main pour le développement intégral a sensibilisé les parents de jeunes filles sur les conséquences néfastes de mariage précoce. La remise de kits hygiéniques aux femmes grosses et aux jeunes filles, ainsi que ceux qui viennent de donner naissance, a sanctionné donc la fin de cette activité. Autre chose, l'auditorat militaire supérieur de l'ex-province du Kasaï occidental de Mambré, accompagné du FONAREB, Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, procède à l'exhumation des restes des corps inhumés brutalement dans des fosses communes à Diboko, dans les territoires de Chikapa. Selon le coordonnateur provincial du FONAREB Grand Kasaï, cette procédure, qui est dans une phase inquisitoriale, a pour objectif de faire des examens post-mortels et analyser éventuellement au laboratoire les circonstances des décès. Miram Moulumba le dit ici à Soleil Ntumba Moufika. Le FONAREB appuie l'auditorat militaire de l'ex-Kasaï occidental pour devoir procéder à l'exhumation de restes de corps de mes frères et sœurs de la province du Kasaï, particulièrement de la ville de Diboko, qui ont été fauchés dans leurs droits. Comme vous pouvez le remarquer, que plusieurs compatriotes ont été renvoyés brutalement au cimetière. Et parce qu'il fallait que les responsabilités soient bel et bien établies et que nous sommes dans une phase inquisitoriale, voilà pourquoi, conjointement avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, chaque fils ou fille de Tikapa est en droit aujourd'hui de connaître les circonstances qui ont caractérisé les graves violations, mais aussi la justice qui est le deuxième pilier, d'établir les responsabilités des uns et des autres. C'est-à-dire poursuivre ceux-là qui ont fauché mes frères et sœurs de Tikapa dans leurs droits et rétablir toutes les victimes dans leurs droits. Et comme troisième pilier, c'est la réparation. Les réparations d'une part collective et aussi les réparations d'autre part individuelles. Remettre la victime dans son état initial. Après avoir exhumé ses corps, ils vont aller dans un laboratoire et après, nous allons descendre avec les experts pour amorcer le processus de la construction d'un mausolée, d'un mémorial, où nous allons prendre tous les restes de ces corps-là que nous avons exhumés. Nous allons venir, ils seront bel et bien récomposés et nous allons les loger au sein de ces mausolées pour que cela serve les générations futures. Rendons-nous à présent à Goma. Désormais, une feuille de route de collaboration sincère entre la MONUSCO et le gouvernement provincial du Nord Kivu pour la protection des civils a été mise en place à Beni après un atelier de 3 jours organisé par l'exécutif provincial. Clôturant mercredi soir cet atelier, le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Louis Egon Karawa, plaide pour la mise sur pied d'un comité technique mixte de suivi de recommandations prises à l'issue de ces assises. Les détails dans cet élément de Patrick Sialoura. Après 3 jours de travaux intenses, les deux partis, MONUSCO et le gouvernement provincial du Nord Kivu, ont adopté et validé cette feuille de route des collaborations pour la protection des civils. Laquelle feuille de route renferma les objectifs et des actions à mener, comme nous l'a dit l'un des rapporteurs des circonstances, Maître Sangoa Espoir. Objectif à atteindre. Renforcement de la collaboration entre institutions, MONUSCO, gouvernement provincial. Action à mener. Mettre en place un cadre de concertation permanent. Deuxième action proposée, élaborer un plan ou une stratégie conjointe de communication entre le gouvernement provincial et la MONUSCO.
la responsabilisation des structures de la société civile, des autorités locales et les services de l'État dans la mise en œuvre des activités et projets sur terrain. Deuxième objectif, lutte contre les groupes armés. Action à mener, établir la cartographie des groupes armés locaux et étrangers. Sensibiliser les combattants à quitter les groupes armés. Clôturant ces travaux, le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire et divisionnaire Louis Segan Karawa, tout en saluant l'élaboration de cette feuille des routes, en appelle à la mise en place d'un comité technique de suivi. Il est clair que les défis restent immenses. Il nous revient maintenant de traduire nos recommandations en actions concrètes, de les faire vivre à travers des mécanismes de suivi, des échanges réguliers et une culture de résultats qui place l'intérêt de notre population au centre. Soulignons que cet atelier de renforcement des collaborations entre les gouvernements provinciaux du Nord Kivu et la MONUSCO pour la protection des civils a réuni durant ces 3 jours les membres de l'exécutif provincial, la MONUSCO, les administrateurs des territoires, les maires des villes, la société civile et autres services. Abordons à présent la deuxième partie de vos nouvelles sur Chadi Lapanou TV. À l'issue de 3 jours de négociations intensives, les délégations de la République démocratique du Congo, du Rwanda, ont paraphé un accord de paix préliminaire visant à mettre fin aux tensions persistantes entre les 2 pays voisins. L'accord dont les détails n'ont pas encore rendu publics pose les bases d'un engagement commun en faveur du respect de l'intégrité territoriale, de l'arrêt de l'hostilité et d'engagement de groupes armés opérant dans la région. La prochaine étape clé est prévue pour le 27 juin 2025, date à laquelle les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda se réuniront à Washington pour signer officiellement l'accord, en présence du secrétaire d'État adjoint américain Rubio. Détail dans ce récit de Félix Matoudji. Ce texte paraphé s'appuie sur la déclaration des principes signée le 25 avril dernier. Il est le fruit des 3 jours de dialogue constructif entre les délégations congolaises et rwandaises portant sur les enjeux politiques, sécuritaires et économiques. L'accord prévoit notamment le respect de l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités et le désarmement des groupes armés non étatiques ainsi qu'une intégration conditionnelle de certains éléments. Il prévoit également la création d'un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire basé sur les concepts d'opération CONOPS du 31 octobre 2024. Parmi les autres dispositions figurent les retours des réfugiés et des personnes déplacées à interne, l'accès humanitaire ainsi qu'un cadre pour l'intégration économique régionale. Le Qatar, engagé aussi dans une démarche parallèle de facilitation avec les États-Unis, a pris part aux discussions afin d'assurer une coordination harmonieuse entre les 2 initiatives diplomatiques. La RDC et le Rwanda ont salué les contributions précieuses et les efforts conjoints des États-Unis et du Qatar dans la recherche d'une solution pacifique. Un sommet des chefs d'État est prévu à Washington DC pour consolider les avancées vers la paix, la stabilité et la prospérité économique dans la région des Grands Lacs. Certains Congolais ont reçu jeudi leur nouveau passeport biométrique plus sécurisé en moins de 10 jours après la remise symbolique de ces documents de voyage au président de la République en date du 5 juin dernier. Ces requérants avaient alors rempli toutes les formalités requises pour l'obtention de ces documents officiels servant aussi de la carte d'identité nationale. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence du secrétaire général aux affaires étrangères de la coopération internationale et francophonie. Joie dans leur visage, les détenteurs de ces documents ont vivement salué ces processus simplifiés et rapides. Des précisions encore une fois dans ce reportage de Félix Matoudji. Moins de 10 jours après avoir rempli toutes les formalités requises pour l'obtention du nouveau passeport biométrique sécurisé, ces requérants ont été appelés ces jours pour venir récupérer leurs documents de voyage, contrairement aux rumeurs qui ont été répandues dans la société. Un processus qui se veut alors rapide et simplifié, mais teinté d'innovation technologique.
La remise de ces nouveaux passeports requérants ce jeudi est un motif de satisfaction pour les nouveaux détenteurs. Dans ce processus d'ailleurs, j'étais le seul, je n'ai pas eu d'autres personnes qui ont intervenu. Moi-même, j'ai fait toutes les démarches à partir de mon ordinateur, n'est-ce pas? Le pré-enregistrement. Moi-même, je suis allé à la banque, j'ai payé mes $75 que personne ne vous trompe, c'est effectivement $75 que j'ai payé et c'est moi-même qui ai fait les démarches. J'ai amené mon dossier au niveau de l'ANER et l'ANER a traité le dossier, il a transmis aux affaires étrangères et c'est les affaires étrangères qui m'ont envoyé un message avec un rendez-vous pour la capture et après quelques temps, ils m'ont aussi envoyé le message pour qu'aujourd'hui je puisse récupérer mon passeport. Une démarche vivement encouragée par Thierry Kambundi, journaliste de renom qui invite les Congolais au respect des exigences afin d'obtenir ces nouveaux documents officiels servant aussi de l'identité nationale. J'ai commencé la procédure le 5 juin, dès que c'était ouvert en tout cas. Je me suis empressé de suivre les instructions. Je suis allé à la banque, j'ai payé les $75, tout en présentant bien évidemment tous mes documents d'impôts, etc. et tout ce qui était exigé. Puis je crois 1 ou 2 jours après, je suis passé à l'ANR pour d'autres formalités. Aujourd'hui, on m'a appelé pour la capture. Donc voilà, il y a eu juste quelques jours entre l'ANR et la capture, mais je crois que ça va. La procédure est plutôt allégée. Mais il faut simplement respecter les exigences. S'agissant de la durée de validité du nouveau passeport, il est de 5 ans et le coût est fixé à $75 américains. Le paiement peut s'effectuer soit directement auprès d'un guichet de la banque partenaire Equity BCDC, soit en ligne via les sites officiels www.passeport.gouv.cd. En politique à présent, la coalition de la gauche congolaise, c'est la nouvelle plateforme politique qui a vu les jours en République démocratique du Congo. Sa sortie officielle a eu lieu ce mercredi 18 juin 2025 à Kinshasa. Dans son allocution, l'opposant Jean-Marc Kabound, leader de cette coalition, a fait savoir que la CEGEC est l'expression de la rupture radicale avec les pratiques du passé. Dans la foulée, Jean-Marc Kabound a rassuré que la CEGEC ne se construira pas autour d'un nom providentiel, mais plutôt autour d'un leadership crédible, visionnaire, fondé sur une idéologie claire et d'un programme de gouvernance concret. Suivez ce reportage. Dans une salle comble, la coalition de la gauche congolaise a vu le jour pour rompre avec le passé gangréné par les antivaleurs. La rupture reste le leitmotiv de la coalition de la gauche congolaise, fait savoir son président national, Jean-Marc Kabound. Pour lui, le peuple sera au cœur de leurs actions politiques et la coalition de la gauche congolaise déclare la guerre à l'ordre ancien. Nous fondons une nouvelle expérience politique sur le seul pilier de l'idéologie fondée sur la démocratie, le bien-être intégral de l'homme dans un environnement sain et le bannissement de la domination d'une infime minorité au pouvoir qui accapare les richesses du pays au détriment de la majorité de la population. C'est la rupture, c'est le combat pour l'instauration d'un nouveau système à visage social de la gauche. Que chacun... Face à la crise multiforme que traverse la RDC, le chef politique de la coalition de la gauche congolaise, Jean-Marc Kabound, soutient le dialogue entre Kinshasa et Kigali et le dialogue global et inclusif entre les Congolais. Nous proposons le dialogue entre Kinshasa et Kigali. L'accord issu de ce dialogue mettra fin à l'agression, recommandera le retrait des troupes rwandaises sur les territoires congolais. Nous souhaitons que le Rwanda et la RDC soient amenés à trouver un terrain d'entente sous la pression et l'ingénierie diplomatique de toutes les organisations internationales. Notons que la coalition de la gauche congolaise compte bouger les jeux politiques et jouer un rôle majeur dans la classe politique. Terminons ce journal en Bujumaï, dans la province du Kasaï oriental. Plusieurs mois et toujours sans salaire. Les agents de l'État pris en charge par la province ne savent à quel sens se vouer.
du gouvernorat des provinces à l'Assemblée provinciale, en passant par la Direction générale des recettes du Kasaï oriental, il s'est écoulé plus de 6 mois sans que ces agents ne puissent avoir accès à leur argent. La situation est alarmante si l'on en croit le député provincial honoraire Bavon Mukuna. Pour ce cadre de l'IDPS, les responsabilités sont partagées entre la population qui ne s'acquitte pas de ses obligations fiscales et non fiscales et les gestionnaires qui n'affectent pas convenablement les recettes à leur disposition. On écoute l'ancien député provincial du Kasaï oriental, Bavon Bouyi, au micro de Franck Bambi. Ici, chez nous, pendant que des politiciens qui se disent aujourd'hui, grands politiciens, qui disent à la population que votre argent, on a bouffé par celui-ci, on a mal recouvré de telle manière ou telle autre manière et que ne payez pas de taxes. Vous voyez aujourd'hui, dans la province du Kasaï oriental particulièrement, tous les secteurs qui peuvent générer des recettes, les gens sont devenus sceptiques. Ils se disent, non, si nous donnons de l'argent, on va détourner. Et quand des gens deviennent sceptiques et qui ne payent pas leurs impôts et leurs taxes, il y a carence de l'argent. Et de l'autre côté aussi, les pays n'ont pas le même revenu, ou les provinces n'ont pas le même revenu. Si on ne sait pas prendre l'épée que l'on a, les capitaliser, voir qu'aujourd'hui, notre régie sort par exemple 250 millions, 300 millions, on peut dans 2 mois payer même 1 mois de ceux qui vont aller recouvrer et faire fonctionner la province, alors là ça pose problème. Ça pose problème. On va se dire aujourd'hui, mauvaise foi, oui, des uns et des autres, de la population et de ceux qui doivent recouvrer, qui prennent cet argent et qui ne savent pas comment l'utiliser. À présent, je reçois Pierre-Love Mukendi pour la page de sport. Bonjour Pierre-Love. Bonjour Rit Kayoa, bonjour à tous les amis de Chadi Lapano Télévision pour ces nouveaux numéros des sports dans ce journal. Il faut commencer par les nouvelles de la Coupe du Monde. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo va jouer contre le Sénégal. Ça sera au mois de septembre prochain au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et pour cela, le ministre national des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo, a fait une visite jeudi de la semaine dernière dans les installations du stade des Martyrs pour s'enquérir de l'état actuel de ces temples du football congolais. Après avoir visité tous les compartiments, Didier Boudimbo a décidé la fermeture de ces stades à partir du 1er juillet prochain pour des travaux de réfection. Rappelons que la RDC va recevoir le Sénégal, comme je l'ai dit, au mois de septembre 2025. Autre nouvelle, c'est la fin du chapitre pour Chris Mavinga, défenseur international congolais qui a mis fin à sa carrière professionnelle. L'international de 34 ans qui a évolué pour la dernière fois chez Los Angeles, nous sommes aux États-Unis d'Amérique, a annoncé qu'il va se retirer de la pelouse pour jouer un nouveau rôle. Le rôle que Chris Mavinga va désormais occuper, c'est celui des conseillers sportifs pour partager ses expertises acquises à partir de l'Europe, mais aussi aux États-Unis d'Amérique. Rit Kayoa, voilà tout pour le sport. Merci à toi Pierre-Love Mukendi pour cette page de sport. Et c'est par ici que s'achève cette session d'actualité sur Chadi Lapano. Si vous l'avez aimé, dites merci à l'équipe rédactionnelle de Chadi Lapano TV. Aimez, partagez, abonnez-vous massivement, vous ne serez jamais déçus.